Effectivement, bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Un soldat français, le caporal-chef Maxime Blasco, était tué hier dans des combats au Mali. Le chef de l'État qui lui avait d'ailleurs remis la médaille militaire il y a quelques mois lui a rendu hommage. 52 soldats au total ont perdu la vie depuis le début de des opérations au Sahel. Est-ce qu'il faut accélérer l'allègement de l'opération Barkhane? On sait qu'aujourd'hui il y a 5000 hommes. Il est prévu qu'il n'y en ait plus que 2500 en 2023. Est-ce qu'il faut aller plus vite face à l'exposition finalement très forte des soldats sur place? Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée d'abord pour lui, pour sa famille, ses proches, pour aussi ses camarades de combat. Nous menons au Mali depuis des années un combat très dur, je crois nécessaire. Le président de la République a fait part de sa stratégie. Donc cette stratégie, c'est celle que nous allons mettre en œuvre, c'est adapter nos forces. D'abord, c'est ce matin en tant que ministre de la fonction publique aussi, d'abord un message d'émotion et de pensée pour ses proches. Mais il ne faut pas accélérer le retrait des troupes? Le président a présenté sa stratégie sur la manière d'adapter notre présence. Le but n'est pas d'en partir, le but c'est d'adapter notre présence, de travailler avec un certain nombre d'alliés, notamment européens. Et donc c'est dans ce cadre que nous prévoyons l'avenir. Vous êtes ministre, on le disait, de la fonction publique, un sujet qui va évidemment beaucoup compter dans la prochaine campagne présidentielle. Il y a déjà des candidats qui se positionnent sur cette question. On va y venir, mais peut-être d'abord le bilan du quinquennat sortant, entre guillemets, du président sortant. En 2017, Emmanuel Macron avait promis, on s'en souvient, qu'il y aurait 120 000 fonctionnaires de moins à la fin de son mandat. Or, on constate les chiffres chaque année, il y a à peu près le même nombre d'agents de la fonction publique en 2017 qu'il y en aura en 2022. La promesse n'a pas été tenue parce qu'elle était imprudente, irréalisable. Je pense que là-dessus, il faut qu'on reprenne les choses dans le bon ordre. En 2017, le président de la République, comme aujourd'hui, a donné une priorité, que l'État soit efficace, qu'il serve au mieux les Français. Il s'est passé quelque chose en 2020 qui s'appelle la crise sanitaire. Cette crise, elle nous a bouleversés dans nos certitudes aussi. Il faut le reconnaître. Le nombre de fonctionnaires n'avait pas commencé à baisser avant la crise du Covid. Tout à fait. Nous en avions, 2019, 2018, 6 000 fonctionnaires en moins, donc nous avions commencé cette baisse. La crise, elle a bouleversé des certitudes. Elle nous a montré nos forces, nos faiblesses, elle nous a montré que l'État a tenu. Mais nous sommes aujourd'hui aux responsabilités et nous avons une obligation, tirer les conséquences de ce que nous avons vu pendant cette crise. Ces conséquences, ce que nous avons décidé de faire, c'est de revenir vers les Français, c'est de faire des choix assumés et des choix qui aujourd'hui sont présentés dans un budget. Ce budget pour 2022, il dit des choses très claires. Il dit, au vu de ce que nous avons vu pendant la crise, au vu de nos besoins d'efficacité, nous n'augmentons pas le nombre total de fonctionnaires, mais vous ne le baissez nous pas baissons le nombre de fonctionnaires dans les ministères parisiens, mais oui, nous réallons nos forces, nous réallons nos moyens pour remettre en proximité des Français des policiers, des greffiers, des agents qui peuvent déployer la relance dans les préfectures et les sous-préfectures, parce que vous le savez, pendant les 10 dernières années, ce que la droite notamment a organisé et qui nous a montré pendant la crise que ce n'était absolument pas une bonne idée, c'est une diminution de nos capacités de terrain. Quand vous comprenez bien, Madame de Montchalin, ça veut dire tout de même que sur le nombre de fonctionnaires global que vous aviez promis de baisser, il y avait visiblement une erreur de jugement. Est-ce que Emmanuel Macron, lorsqu'il sera à nouveau candidat, c'est très probable, en 2022, reproposera à nouveau que l'on baisse le nombre de fonctionnaires en France? Globalement, j'entends. D'abord, on assume tout. Ouais. On assume aujourd'hui de donner la priorité à l'efficacité, comme on le faisait en 2017, mais de le faire par la proximité. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question néanmoins sur le nombre global de fonctionnaires? Sur le nombre global de fonctionnaires, nous visons donc l'efficacité. Quand on fait l'efficacité, on fait des économies. Mais d'abord l'efficacité, après les économies. Et nous préférons cette méthode qui est ciblée, qui permet de répondre aux enjeux de la vie quotidienne des Français. Nous sommes des gens tout à fait responsables budgétairement, évidemment. Donc. Mais aujourd'hui, quand je vois que ce qui nous est présenté, notamment par nos adversaires, c'est à nouveau une vision, comme Mme Pécresse, Mme Pécresse qui propose notamment de supprimer, je la cite, 10% de l'administration administrante, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ne sont pas sur le terrain. Quelle est la vision? Quelle est la vision? À droite, oui. Vous avez Mme Pécresse qui vous dit de manière très technocrate, 10% de moins de l'administration administrante. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça a l'air de faire qui n'est pas sur le terrain. Ça fait sûrement sérieux. Ça ne veut rien dire. Vous avez M. Bertrand, lui, qui a une vision des doublons. Oui. Il vous dit, moi, ce que je veux pour l'État, c'est la République des doublons. Et M. Macron, alors? Il vous dit, je vais, on l'a vu, dans les Hauts-de-France, refaire un doublon de Pôle emploi et vous explique que c'est efficace. C'est pas efficace, c'est de la dilapidation d'argent public. Vous avez Mme Hidalgo qui vous dit qu'elle va vous faire des grandes promesses objectivement impossibles et elle a un bilan de gestion à la mairie de Paris qui n'est pas bon. On va y venir doubler notamment le président de la République a fait un choix. L'efficacité, avec beaucoup de responsabilités, la proximité pour les Français. Et donc, oui, on assume. Les économies, elles viennent après. Et on cherche les économies. On entend bien vos objectifs, mais vous n'avez pas répondu à la question initiale qui était est-ce qu'il faut, encore une fois, en 2022, annoncer une baisse du nombre global de fonctionnaires? Oui.
ou non, Mais Madame de en Montchalin? 2022, nous annonçons dans le budget, de manière totalement assumée, que nous cherchons l'efficacité. Ouais. On n'augmente pas le nombre de fonctionnaires, on n'augmente pas ce nombre, on le baisse Donc, dans les ministères à Paris et on remet en proximité Donc des il faut le Français. stabiliser. Et c'est donc la stabilité que nous assumons, et que nous assumons parce que nous avons tiré les conséquences d'une crise. Quand j'entends la droite et la gauche qui ont les mêmes rengaines sur les sujets de l'État que ce qu'ils disaient en 2017, en 2007, depuis 15 ans, on a l'impression que rien n'a changé, ils ne s'ajustent pas, ils ont des dogmes, ce n'est pas notre vision. Madame de Montchalin, vous parliez d'Anne Hidalgo à l'instant. Il y a des fonctionnaires territoriaux que vous regardez avec attention dans votre ministère. Ce sont ceux de la ville de Paris, mais pas seulement, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais tous les fonctionnaires des grandes villes françaises et des petites villes doivent passer aux 35 heures à partir du 1er janvier. Or, à Paris, visiblement, ça ne se passe pas bien, puisque un plan proposé par la mairie de Paris a été retoqué par l'État, le préfet, donc vous. Et aujourd'hui, vous attendez quoi? Un plan de la mairie de Paris? Moi, j'attends que Mme Hidalgo prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, elle ne prend pas ses responsabilités sur des sujets aussi difficiles, d'ailleurs, on l'a vu, que la drogue. Oui. Oui, sur ce sujet-là, elle n'est pas là, elle ne travaille pas avec l'État. On entendait un reportage tout à l'heure. On a dû prendre une mesure d'urgence. Que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas la solution, ce qui a été fait évidemment en urgence hier. hier. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il faut qu'on travaille ensemble. Sur un autre sujet, il y a une indécence absolue. Tout notre pays travaille 35 heures. Et nous nous assurons qu'au 1er janvier 2022, dans certaines communes où ce n'était pas le cas, ça puisse être aussi le cas. L'ensemble des collectivités a pu négocier, avec du dialogue social, la manière de réorganiser le temps de travail s'il y avait besoin. Il y a une mairie en France qui m'écrit, elle m'écrit, Madame Hidalgo. Elle me dit, voilà, je ne compte pas appliquer la loi. Dans notre Elle pays, vous écrit, je ne compte pas appliquer la oui, loi, alors, c'est comme pas tout à fait elle qui m'écrit, c'est ses adjoints qui m'écrivent, qui m'expliquent que cette loi, ils considèrent que ce n'est pas une loi de progrès. Moi, je considère que dans notre pays, il y a un principe. C'est l'égalité et l'équité entre les fonctionnaires. Je ne tolérerai pas qu'il y ait un régime d'exception pour les fonctionnaires de Paris vis-à-vis des autres. 50 000 fonctionnaires, on Il y a rappelle. 50 000 exactement fonctionnaires à Paris. C'est plus que dans toutes les préfectures et les sous-préfectures de France. Madame Hidalgo, elle en est leur employeur. Nous lui avons donc, comme dans toutes les communes de France, demandé comment elle allait appliquer la loi au 1er janvier 2022. Elle a transmis une première version qui n'est pas légale. Nous attendons la fin du mois. Si à la fin du mois... La fin du mois de septembre. Là, dans quelques jours, si à la fin du mois, elle ne nous a pas expliqué comment elle allait appliquer les 35 heures, en respectant le droit social, avec du dialogue social évidemment, eh bien, elle ira s'expliquer devant le tribunal administratif, comme à chaque fois que dans un pays, la loi n'est pas respectée par ceux qui doivent la Vous nous respecter. dites que l'État va attaquer la ville de Paris devant le tribunal administratif. Je vous dis exactement qu'à un moment donné, la loi s'applique pour tous. Et il n'y a pas de régime d'exception parce que vous êtes candidate à la présidentielle. Il n'y a pas de régime d'exception parce que vous seriez à Paris. Mais vous n'avez Moi, pas l'impression, justement, qu'on va vous reprocher de faire quelque part un petit peu de politique politicienne, puisque Madame Hidalgo vient de se déclarer candidate à la présidentielle, et c'est le moment où vous choisissez, comme vous venez de l'annoncer, de l'attaquer au tribunal. Je choisis rien. La loi dit qu'au 1er janvier 2022, tous les fonctionnaires de toutes les communes de France doivent travailler 35 heures. L'immense majorité des communes aujourd'hui se sont mises en règle, elles ont négocié. Ça a demandé effectivement de remettre à plat un certain nombre de plannings, d'organisation de travail. Les maires ont pris leurs responsabilités partout en France. Oui. Pourquoi nous tolérerions, sous prétexte de campagne électorale, qu'un principe que tous les Français connaissent ne s'applique pas à Paris? Ce n'est pas responsable. On connaîtra 2 résultats électoraux dimanche en Allemagne, nouveau chancelier, et puis le nom du candidat écologiste ou de la candidate. Il y a d'ailleurs des chances assez importantes qui sont données à Sandrine Rousseau, qui apparaît comme plus radicale que Yannick Jadot. La radicalité, d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu à la mode aujourd'hui aussi dans toute autre partie de l'échiquier politique avec Éric Zemmour. Est-ce que cette envie de radicalité, elle n'est pas totalement opposée à ce que vous avez toujours défendu, La République En Marche, là, en même temps, l'aspect raisonnable de la politique, c'est apparemment ce que beaucoup de Français ne veulent plus aujourd'hui. Alors, la radicalité de Mme Rousseau, c'est décroître et déconstruire. La radicalité de M. Zemmour, c'est, quel que soit le sujet, le ramener à l'immigration. Moi, je ne trouve pas ça très radical, je trouve ça rétréci. Je trouve que ça ramène des sujets complexes à des visions qui sont, au fond, qui abaissent le débat politique. La vision qu'on a, nous, de la politique, c'est de partir de la réalité, de gouverner des faits et de s'assurer que notre action, elle a des conséquences dans la vie quotidienne. Vous savez, on dit parfois que le président de la République serait, d'ailleurs Mme Hidalgo le dit, membre d'une élite déconnectée. Nous sommes le premier gouvernement à suivre département par département ce que donne notre action. L'obsession du président de la République depuis 4 ans, c'est de prendre des engagements, de s'assurer qu'ils sont tenus et qu'ils rentrent dans la vie quotidienne. Donc la radicalité qu'on porte, c'est s'assurer que nos mots deviennent des actes. Ça veut dire que nous gouvernons des faits. Cette vie quotidienne, vous savez, c'est sur tous les sujets, sur le site du gouvernement, l'ensemble des Français peuvent voir ce qui s'est passé depuis 2017, ce qui s'est passé de bien, ce qui ne s'est pas encore assez passé, et ce qui permet, par exemple, au président de la République d'aller à Marseille,
j'étais hier en vous allez Charente-Maritime, département par D'accord. département, de suivre Donc l'action. on peut suivre l'agenda notamment du gouvernement et de votre ministère. Et de ce que nous faisons, parce que Merci. la politique, c'est d'être responsable dans la vie quotidienne Eh et bien, changer vous cette vie entendu. quotidienne. Merci beaucoup Amélie de Montchalin, ministre donc de la fonction publique, et c'est la fin des 4 vérités.